Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We continue with a sad page as burial arrangements for Martinez Zogo is pending as his family is yet to come to reality with his painful exit, as well as journalists throughout the national territory today have set aside a day for national mourning where they will voice out their grievances on press freedom and all that concerns journalists throughout the national triangle. Plus, Cameroon and Algeria have today signed a partnership to foster trade relations between the two countries. The agreement was signed by the president of the Cameroon Chamber of Commerce, Christophe Eken, and president of the Algerian Chamber of Commerce, Kamer Hameni. This newscast tells you how that will be profitable to both nations. And the Minister of Public Works has today presided over the closing annual work conference at the College of Public Works in Yaoundé, which began at the beginning of the week. Olivier Mbuzike shines a spotlight in a few seconds. And those were our top stories. Hello once again. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast. Of course, we begin with our sad page and the passing of Martinez Zogo with Lila Renganzo. Good evening, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Ambiance de deuil ce mercredi matin au domicile de Martinez Zogo à Yaoundé. Sa famille est toujours sous le choc de sa disparition, au point où on ne pense même pas encore à établir les préparatifs de ses obsèques. Olivier Bouzike. Le feu allumé en signe de deuil, comme le prévoit la tradition Manguissa dont Martinez Zogo était originaire. Ce mercredi, à son domicile, un silence de recueillement plane. Nous sommes tellement touchés, abattus, et la manière dont il est décédé, jeté, tout ça là, même Jésus n'a pas été traité comme ça. Et ça fait mal. Tout le monde est inquiet, la veuve est inquiète, les enfants sont inquiets. On ne peut pas laisser les enfants se balader, ils ne peuvent pas aller, ceux qui fréquentent ne peuvent pas aller à l'école. Ils sont bloqués à la maison. Martinez avait plusieurs fois fait objet de menaces de mort, mais sans les prendre au sérieux selon ses proches. Au départ, on savait que c'est un bon métier. À partir du moment où il subit comme ça, on ne peut même plus accepter que je sois quelqu'un de la famille qui devient journaliste ou animateur. Juste parce qu'on dit qu'il y a la liberté d'expression. Nous tous nous reconnaissons. Mais si quelqu'un dit la vérité, s'il vous en arque, vous le portez plainte. Que de le tuer, ça veut dire que on doit piller le pays comme ça là et on accepte ça comme ça. On voit aussi ça comme ça et on laisse. Il y a eu les autorités qui viennent faire leur mascarade, là ils font leur tour, ils rentrent. On nous promet, ça c'est des promesses. Je vois ça comme l'évêque Bala qui était parti. C'est toujours les mêmes promesses de chaque jour. Aussi, l'animateur était un chef de famille très rigoureux. C'était des Bebda. L'arrondissement des Bebda dans la Léquier. Tout le village est ébranlé. Il avait une très grande place dans notre famille, une très grande place. Parce qu'après la mort du père, c'est lui qui était le chef de famille. Il nous a encadrés comme un parent encadre ses enfants. Donc c'est un très grand vide qu'il laisse. Et il savait nous recadrer quand on dérapait un peu. Oui, il était rassembleur. En tant que nouveau chef de famille, Serge Zogo a la responsabilité d'organiser les obsèques de leur leader. Bon, l'organisation, ça se passe bien même comme elle n'a pas encore commencé effectivement. On attend que l'État nous remette le corps, puisque le corps est à la disposition du procureur. Les médias se mobilisent aussi à leur niveau. Le syndicat national des journalistes a invité les journalistes à se vêtir en noir ce 25 janvier en hommage à Martinez Zogo. Still in line with his sad passing, we take you to the Northwest region where journalists have joined their voices to the entire nation to condemn the brutal assassination of Martinez Zogo and preach press freedom. Christelle Asexwele with details. In the Northwest region of Cameroon,
Pressmen and women under the umbrella of the Cameroon Journalists Trade Union, clad in their black outfits, have come out this morning demanding justice for Martinez Zogo. These journalists carried placards expressing their discontentment following the brutal and barbaric manner in which their comrade was assassinated. Martinez Zogo, host and director of Amplitude FM radio in Yaoundé, his remains were found in a state of decomposition after his disappearance on January 17, 2023. Nonetheless, following this grotesque murder, the National Syndicate of Journalists in Cameroon, SNGC, have organized a press conference yesterday where certain action plans have been mapped out. One of these plans, the solidarity and tribute witnessed today by men and women of the media who have come out all dressed in black to salute the memory of their comrade Martinez Zogo and call on the competent authorities to bring the perpetrators of this action to books. Et dans les médias, on célèbre la vie de Martinez Zogo. Ce mercredi, les confrères ont massivement suivi le mot d'ordre du syndicat national des journalistes du Cameroun, s'habiller en noir. Tous en noir pour s'insurger contre cette mort brusque. Je vous propose de les écouter. Pour aller à l'endroit du mot d'ordre qui a été donné par le SNJC, pour célébrer Martinez Zogo qui est décédé. Mais moi particulièrement, ce n'était pas une seule journée, j'avais décidé de faire toute la semaine en noir pour essayer de l'accompagner comme je peux, mais je pense que les actions devraient être plus fortes et aller plus loin que la journée en noir. Donc un hommage à Martinez Zogo. On essaie d'accompagner sa famille et ses collègues comme on peut. Moi depuis pratiquement lundi, je suis habillé en noir. Dans 24 heures après l'annonce de la mort tragique du confrère Martinez Zogo, je suis habillé en noir. Mais pour ce mercredi spécialement, j'ai décidé de ne pas mettre le noir déjà pour mes téléspectateurs, étant donné qu'il fallait un peu alterner. Depuis pratiquement lundi, nous parlons de la même chose. Et pour le respect de mes téléspectateurs, il fallait que je parle d'autre chose aujourd'hui. Mais ça ne veut pas être parti trop tôt et brusquement. On peut mourir, mais pas dans ces conditions. Je crois que pour le corps, que pour la corporation, pour ce métier que nous aimons, pour ce métier que nous pratiquons par passion, il ne méritait pas décéder de la sorte. Et puis nous avons décidé de suivre... tuer comme ça, c'est vraiment barbare, c'est vraiment inhumain. Et personnellement, je suis content qu'il y a les confrères, nos grands frères, comme les Amamana qui sont allés voir le ministre des Communications. Je salue aussi la monde. Nous sommes tellement touchés, vous écoutez ma façon de parler, il y a les pleurs dans ma voix. Nous sommes tellement touchés pour ce qui lui est arrivé. C'est arrivé à Martinez, ça peut arriver demain à n'importe qui, à n'importe quel journaliste. Loin de là, le ministre des Travaux publics a présidé la clôture des travaux de la conférence annuelle de ses services à l'école des travaux publics de Yaoundé. Sur le bilan de ces échanges, je vous propose cet extrait sélectionné par Olivier Bouzique. La conférence semestrielle des responsables des services centraux et déconcentrés du MINTP avait pour thème la réalisation des travaux d'infrastructures routières, le défi des résultats escomptés. Et ces travaux ont été organisés autour de 3 ateliers. Le premier a planché sur la contractualisation, le deuxième sur l'exécution des travaux et le troisième sur les travaux en régie. Nous pensons qu'au terme de ces travaux, les participants sont allés dans le sens des orientations et des formulations de recommandations ont été faites pour aller dans le sens de l'atteinte des objectifs. Si nous prenons l'exemple de la contractualisation, il est par exemple recommandé que les manifestations d'intérêt, les formules de manifestation d'intérêt soient revues de manière à les décomplexifier. Ça, c'est une recommandation. Il est recommandé une collaboration horizontale entre les administrations pour aller dans le sens de diminuer les délais de passation des marchés. Et en matière de suivi des projets ? En matière de suivi,
Il a été rappelé l'utilisation des tableaux de bord, l'utilisation des manuels déjà mis en place par le ministre des Travaux publics, le manuel de l'ingénieur de suivi, les manuels de procédure de gestion des contrats. Trade relations between Cameroon and Algeria have been cemented following a convention signed at the Chamber of Commerce today between both presidents. The punchline aims at setting the ball rolling to enhance the private sector in Algeria and Cameroon and processing of raw materials. An economic bond has been established between Cameroon and Algeria to foster development and enhance the private sector, be more competitive in both countries. 2 million square kilometers and with 45 million inhabitants. It is also a country with a huge industrial base, particularly in the processing of the raw material. The convention we signed today, our concern is not to sell the finished product of Algeria or this country. We'll do that. But more, we need tactical in the processing of raw materials, the convention seeks to partner with Cameroon, adjust trade deficits on the global scale. What we can say, a technical assistance to process our raw material in this country. But what we call in industry the CKD and the SKD, I know that the Algerian people have that knowledge. We believe that it will be the safest way to go together forward in time. That is what we signed today. The partnership also seeks to assist the economic operators in Algeria and Cameroon in the transformation of raw materials. The president of the Algerian Chamber of Commerce was part of the partnership signing with his team to establish the new trade relations between both nations. Et à la suite de ce reportage, je vous propose d'écouter le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, Kamel Hameni. Un jet de pierre entre l'Algérie et le Cameroun, c'est déjà, on a mis du retard pour se mettre en relation. Donc on a choisi le Cameroun, vu les relations diplomatiques excellentes depuis de longue date. Nous aimerions les reconcrétiser en bonnes relations économiques. Nous avons un savoir-faire dans plusieurs domaines, les Camerounais de même. Donc vous avez des produits qu'on n'a pas chez nous. Et nous voulons faire donc de la transformation de la matière première ici localement. Nous allons ramener des investisseurs pour augmenter la plus-value du produit exporté du Cameroun vers les autres pays. Évidemment, avec l'ASLECAF, comme tout le monde connaît les accords, on oblige les exportations de matières premières transformées au minimum à 40%. Si ce n'est pas nous qui investissons, ça va être les Européens, les Américains qui vont venir et les prendre. Donc nous, on encourage les investisseurs à produire localement. Et tout à l'heure, j'ai oublié de rappeler aussi le caoutchouc. Nous avons une grande usine de pneus en Algérie qui importe son caoutchouc d'Asie. Alors que si on regarde derrière lui, il y a le Cameroun. Donc nous favorisons ce genre d'échange. Et le conseil d'affaires est là pour épauler nos opérateurs ici, même par mon frère le président. Et pour les Camerounais en Algérie, je suis là-bas. Si ce n'est pas moi, c'est un autre président. Mais on est là pour veiller au bon fonctionnement de l'investissement. On va dissiper les problèmes parce qu'il y a toujours des aléas jusqu'à ce que le projet aboutisse. And we talk internally displaced children's integration in school following the international community as Cameroon joins the international community on January 24 to celebrate the 5th edition of World Education Day under the theme Investing in Education as it is a priority. 5 years since the start of the Anglophone crisis, characterized by burning down of schools and migration of students, how are these students and people coping with the new environment? Answers with Oni Ladonet. Amongst these happy faces are children who have fled the crisis-hit northwest and southwest regions and are now residing in Douala. These pupils who were once compelled to leave school in their hometown are slowly adapting to the new environment here at the government English primary school, UP. No children who have not been used to a big town. They have not been used to a big town. They leave their parents. At times they are living here with members of families who are not their real parents. So when they come here,
we are not just teachers to go and teach in the classroom. We have to make them feel at home. At times we behave, we take them, we are like their mothers, we are their fathers here. Because I have teachers here who are very good. They understand those children. They come at times, they are scared, they are afraid, but we make them, we show them love. By making them to feel at home, we talk to them. We don't leave them to just feel lonely. We make other children to know that these children are coming from a difficult area and they want to be with others. So we make other children too to be with them. Integration has not been all smooth, as many come in sick, in need of both medical attention and school necessities. We take them in different ways because at times they don't even have books. We are the ones at times to run left and right to give them exercise books. And then some come in, they are sick. We have to make them feel at home. You can see my first aid box is behind you there. We take drugs from there, drugs that the council gave me. So we give them those drugs and they are fine. Well aware of the traumatic impact of the crisis on these young stars, school authorities closely collaborate with parents so as to ensure smooth learning. I always call meetings for level 1. At times I call level 2 and even level 3. And I'm happy the parents are always coming and the door of my office is always open for them. When they come, if they have difficulties there, we always discuss things out and the children are happy staying here. As you can see, it's break time and most of them are happy. They are jumping up and down. Very soon you'll see some even running and coming inside the office because they know I'm very welcoming. I always receive them. A statement from the International Crisis Unit Group indicates over 700,000 children's education from the country's 2 English-speaking regions has been disrupted by separatist insurgents and the military since 2017. Et les élèves déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest doivent recevoir un suivi psychologique personnalisé dans les zones d'accueil. Cette affirmation est de Jean Moubet, psychologue et principal d'un établissement privé ici même à Douala. Je vous propose de l'écouter au micro de Julie Pau et Inès Pangan. Sur le plan psychologique, beaucoup ont vécu des drames. Beaucoup ont vécu des drames. Vous voyez, par exemple, certains, un enfant vous dit, bon, on a enlevé mes parents. Un enfant vous dit, quand on allait à l'école, les Amba Boys venaient, tout ça. Bon, c'était pas facile. Ils ont vécu beaucoup d'angoisse. Et à notre niveau, nous avons fait un suivi individualisé. C'est-à-dire pour les accompagner à évacuer un peu ces angoisses et à comprendre que ce qui a été fait a été fait. Bon, il faut que la vie continue, il faut qu'ils prennent leur destin en main. Et c'est comme ça que nous les accompagnons graduellement. Et beaucoup s'adaptent même. Il y en a qui ont passé leur examen au level et certains sont à l'université. Donc à notre niveau, tant bien que mal, on essaie quand même on a fait notre mieux en essayant de faire des abattements au niveau de la scolarité, en leur apportant un soutien psychologique, en organisant les cours de remise à niveau pour qu'ils soient au niveau de leurs camarades qui étaient dans la zone francophone. C'est ce que nous on a pu faire jusqu'ici. Et les épaves de véhicules occupant anarchiquement les rues de l'arrondissement de Douala 1er viennent d'être enlevées. L'action est à mettre sur le compte de la fourrière municipale de la commune d'arrondissement de Douala 1er. Objectif, assainir un tant soit peu cet arrondissement. Inès Pangan. C'est un jour pas comme les autres dans cette rue du quartier Aqua, dans le 1er arrondissement de Douala. Ce dimanche 22 janvier 2023 est choisi par le personnel de la fourrière municipale pour débarrasser les lieux des épaves de véhicules. En réalité, le dimanche a été un choix judicieux par rapport à la hiérarchie qui a amené l'autorité, même administrative et judiciaire, à comprendre le bien fondé de la chose. Parce qu'en réalité, quand nous sommes sur le terrain et que nous travaillons un jour ouvrable, nous avons des difficultés avec les riverains et les automobilistes qui vaquent à leurs occupations. Mais comme vous avez constaté, les voitures que nous sommes en train d'enlever, c'est les mécaniciens qui les ont abandonnées sur le trottoir. Ils n'habitent pas le coin et
les propriétaires non plus sont sur le point. La mise en œuvre de l'opération de lutte contre l'occupation anarchique des emprises est le résultat de plusieurs jours d'observation méticuleuse. Nous constatons que la voiture déjà en bas est déjà sale. De deux, nous tâtons les portières pour savoir si c'est une voiture ouverte ou fermée. Ça nous permet parfois de trouver une voiture ouverte avec de ces choses à l'intérieur que nous matérialisons sur pas avec des photos pour que le jour où l'usager vient chercher sa voiture à la fourrière, ne raconte pas des bêtises, nous le prouvons par ces films, ces photos, que tel que notre voiture sur place, c'est ce que nous avons pris et que c'est ça qui nous sauve souvent par rapport à tout ce que nous avons comme problème. Les propriétaires indélicats, pour récupérer leur véhicule, doivent se rendre à la fourrière municipale, munis des pièces justificatives, tout en payant des frais comptabilisés en fonction du nombre de jours que l'automobile aura passé dans ce lieu. La fourrière coûte maximum 15 000 francs à la journée, mais maintenant, quand le véhicule arrive, ça c'est les frais de fourrière. Maintenant, il y a les frais de transport du véhicule qui sont inclus dans le paiement. Donc la fourrière, elle coûte 15 000 francs maximum en fonction du confort de la fourrière, parce que vous avez même les structures de gardiennage, on parle le même prix. Bon, en fonction du prix du confort de la fourrière, ça peut aller jusqu'à 15 000 de la journée, mais ce qui est indépendant de l'infraction, justement, parfois, ça va déposer sabot, etc. Donc c'est pour ça que vous avez des prix qui sont différents, mais sinon, si c'est de la fourrière, elle-même, elle coûte 15 000 francs maximum par jour. Le souhait des habitants de la ville de Douala, c'est que ce ne soit pas une opération ponctuelle. Un suivi doit être fait pour que les espaces ne soient pas à nouveau occupés de manière anarchique. And in sports, Cameroon's early CHAN exit is raising a lot of eyebrows as Oni Ladonet was speaking to coach Remy Ngwa, who shares his analysis on the fallout of Team Cameroon. The mighty lion roasted at the Milut Heidefi Stadium by none other than the Menace. 5 times CHAN participant Cameroon exits the tournament at the door of a quarter-finals qualification after a shambolic group game against Niger. A performance blamed on the lack of psychological preparedness. I think Cameroon went into this game comfortable, making themselves comfortable with a draw, because they knew with a draw could permit them move to the next stage of the competition. And so that is why you see the Cameroon national team, I think they were very comfortable on making the passes. That's why they had ball position. But then, when you go in for a draw, the first thing you have to do, the first assignment is to score first. I think that is where Cameroon failed, because Cameroon started moving up front, looking for the goals, which was too late. Only when Niger has scored, only when Cameroon has considered a goal. The absence of a solid midfield slowed down the team's chances of opening scores, especially during the first half. We saw a Niger team that dominated at the level of midfield. I think the choice of players, especially at the level of midfield, to me, I was a little bit not, comfortable with the midfield of yesterday. We did not see midfielders who could hold the balls and decide, giving the balls to the attackers up front and then moving up with pushing up with their own support to see how we could, play more of a creative midfield that we're expecting we could not see on the part of Cameroon. Moving forward, Coach Remy clamors for inclusivity at all levels of football with regards to continental tournaments. I want to believe that Coach Seydou has never moved to the far north, southwest, northwest regions, to scout these players, some of these players, which I think some of these players, the best, are still here back home. I would want to believe that, I want to wish that in the days ahead, I wish to see coaches of the various categories of the national teams, moving around the 10 regions. Why not? Scouting players, watching matches. Yeah, I think with this, we will have a better future. Intermediate Lions return home with lots of work still to be done in developing local football. With that report that we draw the curtains on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.